recevons aujourd'hui le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Beaucoup de sujets à aborder avec vous en ce dimanche, une semaine après la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous parlerons dans un instant de la décision d'Adrien Quatennens de se retirer de ces élections législatives, mais aussi de votre décision, Manuel Bompard, de retirer leur investiture à certains députés. Vous êtes coordinateur, c'est donc vous qui avez décidé Pas tout moi ça. directement, mais j'en parlerai. Notamment, et on vous posera la question avec moi pour vous interroger aujourd'hui, Amandine Atalaya, bonjour. Merci d'être avec nous. Et Bruno Jeudi, éditorialiste BFM TV et directeur de la rédaction de La Tribune dimanche. Bonjour Bruno. Je signale à ceux qui nous regardent chez eux que vous pouvez interpeller directement Manuel Bompard. Il suffit pour cela de flasher le QR code qui apparaît comme par magie à la droite de l'écran. Manuel Bompard, je voudrais donc qu'on commence par l'information de la matinée. C'est la décision d'Adrien Quatennens de se retirer, de ne pas se présenter aux élections législatives dans le Nord. Jean-Luc Mélenchon disait hier dans les colonnes de 20 minutes, refuser pour lui, je cite, une peine d'inéligibilité. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Non, mais comme Jean-Luc Mélenchon, je considère que quand on a fait une erreur, et c'est clairement le cas d'Adrien Quatennens, on a le droit dans notre société, de manière générale, à la réparation de son erreur et à la réinsertion. Maintenant, Adrien Quatennens a pris une décision ce matin, en accord avec la direction de la France Insoumise, qui est de renoncer à sa candidature aux élections législatives. Je crois qu'il le fait avec un sens des responsabilités. Il considère que dans une période qui est une période extrêmement lourde, extrêmement sensible pour le pays, avec la menace de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, je crois qu'il a considéré que rien ne devait, en quelque sorte, venir parasiter la campagne du nouveau Front Populaire. Mais Manuel Bompard, c'est une initiative personnelle de sa part ou vous avez essayé de le convaincre de renoncer à se présenter ? Soyons honnêtes, c'est sa décision. Et il nous en a informé, bien évidemment, en amont, mais c'est sa décision. Et personnellement, je salue son sens salue son sens des responsabilités. Et je le remercie d'avoir considéré que la dynamique du nouveau Front Populaire devait en quelque sorte passer au-dessus de sa situation personnelle. Et je crois qu'il y a peu de gens qui sont capables de prendre de telles décisions dans de tels moments. Juste avant de donner la parole à Bruno, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, pendant plusieurs mois, vous avez insisté sur la légitimité qu'avait Adrien Quatennens, après avoir effectivement payé pour la faute qu'il avait commise, de revenir au sein du groupe de la France Insoumise, sa légitimité à exercer son mandat de député. Là, vous auriez pu aussi continuer à dire il va vouloir être relégitimé par les électeurs. Bien sûr, mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, initialement, nous avions envisagé son investiture. Maintenant, mais donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis ? C'est sa décision, monsieur Duhamel, il faut lui poser... Donc vous n'avez pas poussé ? À lui, non, je vous l'ai déjà dit, je peux le redire si vous voulez plusieurs fois. C'est lui qui a pris cette décision en responsabilité, je la salue. Mais Manuel Bompard, vos alliés, socialistes, communistes, écologistes, étaient unanimement contre cette réinvestiture d'Adrien Quatennens. Vous avez cédé face à eux d'une certaine manière. Mais écoutez, nous avons discuté toute cette semaine d'un accord qui est un accord historique, qui s'est fait dans un délai qui était un délai extrêmement court. Et je veux dire d'abord, parce qu'on va parler des différents cas, etc., que le président de la République a perdu son pari. Le pari du président de la République, c'était qu'en dissolvant l'Assemblée nationale dimanche dernier, la gauche n'allait pas s'unir. Dans des délais extrêmement courts, nous ne serions pas en mesure de nous allier. Or, nous avons réussi, et je pense que c'est quand même l'information importante de cette semaine, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur un programme commun et sur des candidatures dans toutes les circonscriptions. Je vais répondre à la question de Bruno Jeudi, si vous me laissez aller au bout de ma réponse. Dans cet accord sur les différentes circonscriptions, il est normal, comme dans tout accord électoral, que chacune des composantes qui participent de ce nouveau Front Populaire choisisse librement ses candidats. Et donc, le choix des candidats présentés par la France Insoumise sous la bannière du nouveau Front Populaire appartient à la France Insoumise. De la même manière que le choix des candidats écologistes présentés sous la bannière du nouveau Front Populaire Bompard, Bruno a raison. Appartient aux écologistes. Les socialistes, les communistes, les écologistes n'étaient pas favorables à ce qu'Adrien Quatennens ait cette investiture. À la fin, comme il se retire, vous avez cédé. Mais je n'ai cédé à rien. Je vous ai dit, si vous voulez, je peux vous le redire une troisième fois, parce que je crois, sauf erreur de ma part, que je vous l'ai déjà dit 2 fois. Si je repose la question, c'est que la réponse peut-être n'était pas tout à fait convaincante. Je crois qu'elle était très claire, c'est sa décision. Et je la salue et je la respecte. Néanmoins, est-ce que vous n'êtes pas moins fort qu'avant en termes de poids par rapport aux autres au sein de la France Insoumise ? On vous voit mal collectivement avoir cédé face aux pressions il y a de ça encore quelques mois.
Mais enfin, vous pouvez répéter 10 fois, vous avez cédé face aux pressions, vous avez cédé face aux pressions, etc. Et moi, je vous répéterai 10 fois, si vous voulez, c'est sa décision et sa responsabilité. Jean-Luc Mélenchon a érigé comme règle en politique de ne jamais s'excuser, de ne jamais reculer, de ne jamais concéder le moindre centimètre. Comprenez qu'on pose la question quand on voit que vous posiez la celui question. qui était soutenu à ce point par Jean-Luc Mélenchon et par vous, sur ces plateaux d'ailleurs depuis maintenant près de 2 ans, que là, on ne se satisfasse pas seulement de la réponse consistant à dire c'est sa décision. Je comprends que vous posiez la question, mais moi, c'est ma réponse. Maintenant, si vous voulez m'interroger sur le rapport de force au sein de cette nouvelle coalition, je crois que ce qui est très important, et ça a été ce qui a été réalisé cette semaine, c'est que le rassemblement des différentes formations politiques de gauche se fasse autour d'un programme qui est un programme de rupture. Et nous, c'était en quelque sorte notre ligne rouge dans cette discussion. Pas pour nous faire plaisir, mais tout simplement parce qu'on considère que face aux difficultés que rencontre le pays aujourd'hui, face à la menace de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, si vous voulez être en mesure de gagner, vous devez proposer une alternative qui soit une alternative sérieuse, crédible, mais en rupture avec les politiques qui ont été mises en place ces dernières années. Et on va parler dans un instant de votre programme. Une toute dernière question sur Adrien Quatennens. C'est la fin de sa vie politique ? Je ne le crois pas et je ne le souhaite pas, précisément pour la raison que je vous ai indiquée au début de ma réponse, c'est-à-dire que bien sûr, il a commis une erreur, il a eu une sanction judiciaire, il a eu une sanction politique, puisque nous l'avions exclu pendant 4 mois de notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais je crois, et nous avons besoin, il me semble, d'évoluer collectivement sur ce sujet. Je crois que quand on a fait une erreur, dans la vie, comme dans le monde politique, on doit avoir le droit aussi de réparer son erreur. Mais qu'est-ce qu'il va faire concrètement à la France Insoumise on va voir. On va voir. Et puis, lui-même, j'imagine, doit être dans une réflexion sur ce sujet. Mais je veux saluer quand même la hauteur de sa décision ce matin. Question de Bruno Jeudi sur donc les décisions d'investiture que l'on a appris vendredi soir. Oui, Jean-Luc Mélenchon, dans 20 minutes, dit qu'il n'y a pas d'investiture à vie. Alors évidemment, il vise là, sans les nommer, les cas de Rachel Garrido, Alexis Corbière, Daniel Simonet, 2 ou 3 autres qui n'ont pas été réinvestis alors qu'ils sont députés sortants dans leur circonscription par la France Insoumise dont ils sont membres. Ça veut dire que c'est Jean-Luc Mélenchon qui vous a ordonné de ne pas les réinvestir ? Non, Jean-Luc Mélenchon ne m'a rien ordonné du tout. D'abord, je veux dire, et c'est pour ça que je vous reprenais dans votre question initialement, qu'à la France Insoumise, les investitures sont accordées par un comité électoral qui est composé de 15 personnes et qui travaille en lien avec les groupes locaux de la France Insoumise. C'est par exemple ce comité électoral qui avait construit notre liste pour les dernières élections européennes. Et puis cette liste avait été ensuite soumise au vote de l'ensemble des Insoumis. Elle avait été ratifiée à 92%. Là, il y a eu un vote sur le fait que Alexis Corbière et Rachel Garrido souhaitent écarter. Mais non, pour une raison très simple. Je veux pas. Vous n'aimez pas trop les votes dans votre parti. Non, mais je viens de vous dire que notre comité électoral aux élections européennes a proposé une liste qu'elle a été soumise au vote et qu'elle a été adoptée par 92% des Insoumises et des Insoumis. Maintenant, personne n'ignore les conditions dans lesquelles se sont construits cette semaine l'accord électoral que nous avons constitué et ensuite le délai que nous avions pour choisir de nos investitures, c'est-à-dire entre jeudi soir, moment du bouclage de l'accord du nouveau Front Populaire, et vendredi soir, qui était le moment limite pour pouvoir imprimer notre matériel électoral. Je vais vous répondre à cette question. De vouloir écarter les députés que vient de citer Bruno, Alexis Corbière, Rachel Garrido, Daniel Simonet, notamment, dont on sait, et c'est de notoriété publique, qu'ils avaient émis des critiques sur Jean-Luc Mélenchon, sur la façon dont fonctionnait la France Insoumise. Il y a 2 éléments qui sont importants. Et d'abord, je veux vous dire que le terme que vous utilisez, là, je vois que vous l'avez retiré du bandeau, mais qui était sur le bandeau pendant tout le début de l'émission. Vous parlez de purge. Je vais vous dire que ce terme n'est pas respectueux de mon point de vue. Qui est utilisé, Emmanuel Bompard, par vos alliés et par des membres même de la France Insoumise. Je veux dire que ce terme me paraît tout simplement pas respectueux, y compris des personnes dont l'investiture n'a pas été reconduite. Il s'agit de quoi alors, Emmanuel Bompard, mais je vais répondre à cette question. Maintenant, vous me dites pour quelle raison ce comité électoral, c'est lui qui prend cette décision, mais oui, vous m'avez posé la question, je l'approuve. Je le soutiens pleinement dans son travail, que les choses soient claires. Je ne fuis pas mes responsabilités. Ce comité électoral, il a considéré que si on voulait effectivement faire un nouveau Front populaire, il fallait être en mesure de présenter des candidats qui ne soient pas seulement des membres de nos différentes organisations politiques. Et je m'honore de savoir que dans le cadre du nouveau Front populaire, la France Insoumise va présenter des candidats qui sont porteurs
d'un certain nombre d'engagements dans la société qui ne sont pas issus de nos rangs. Que la France Insoumise va présenter une candidate comme Céline Verzelletti, qui est une haute dirigeante. Je vais répondre à votre question jusqu'au bout. Laissez-moi terminer. Une haute dirigeante. Parce que là, pardon, mais Manuel Bompard, vous expliquez que vous écartez ces membres-là de la France Insoumise pour mettre en avant des profils différents. Je pense que là, ceux qui nous regardent doivent éclater de rire devant leur télévision. Pas seulement parce que vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout, monsieur Duhamel. Parce que je vais répondre en entier à votre question. Mais oui, j'assume de dire, et je suis fier de savoir que la France Insoumise présente dans ses candidats des profils de ce type. Comme par hasard, ce sont des députés qui ont des députés contre vous qui sont écartés. Ensuite, monsieur Duhamel, je ne vais pas fuir ma responsabilité. Et ensuite, monsieur Duhamel, j'assume de dire que dans un moment aussi crucial de notre vie politique, avec la possibilité soit que demain nous soyons au pouvoir, soit que demain nous soyons un groupe d'opposition à une majorité issue du Rassemblement national, j'assume que nous avons un devoir de cohérence et de loyauté. Et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent peuvent comprendre qu'aucun responsable d'organisation politique n'attribuerait la meilleure circonscription du pays à une personne qui a déjà dit publiquement dans la presse qu'il s'apprêtait à siéger dans un autre groupe politique que celui de la France Insoumise. Alexis Corbière. Alexis Corbière a dit publiquement qu'il ne souhaitait plus siéger vous pouvez consulter dans le groupe de la France Insoumise. Vous pouvez consulter des articles qui ont été publiés pendant la campagne des élections européennes, puis des articles qui ont Franchement, Manuel Bompard, je ne suis pas ici ni l'avocat ni le porte-parole d'Alexis Corbière. Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu de vive voix, comme on dit, Alexis Corbière affirmer qu'il souhaitait siéger ailleurs. Bien évidemment qu'il n'a pas fait une déclaration officielle. Donc la critique est impossible à l'intérieur de votre parti. Vous liquidez vos opposants internes. Je ne suis pas en train de vous dire que la critique est impossible. La critique, non, monsieur, je dis. Madame Garrido, effectivement, a émis des critiques sur la ligne de votre parti, mais elle n'a pas le droit de... Est-ce que je vous ai répondu en évoquant les critiques des uns et des autres? C'est pas le sujet. Qu'on puisse se critiquer, qu'on puisse débattre, qu'on puisse avoir parfois des positions différentes dans un cadre collectif, c'est une évidence. Mais par contre, il me semble évident que n'importe quel responsable d'organisation politique ne va pas attribuer des circonscriptions à des candidats qui ont comme projet, au lendemain de ces élections, de partir dans un autre groupe politique. On voit derrière moi, on voit Daniel Simonet, par exemple. Daniel Simonet avait aussi le projet de quitter le groupe de la France Insoumise. Je le crois, oui. Mais vous vous fondez sur quoi? Sur un certain nombre de papiers qui ont été publiés, encore hier matin, qui racontent comment... Non, mais ils sont où ces papiers? Non mais attendez, Manuel, franchement, le nombre de fois... Lisez un papier de l'Express hier qui raconte, par exemple, l'épisode de la négociation de cette semaine et qui dit les choses de manière extrêmement précise. Donc vous vous fondez, Manuel Bompard, sur un papier de l'Express avec des confidences, entre guillemets, et des propos non tenus sur des plateaux de télévision pour dire on écarte ces personnes. Mais pas seulement, je vous ai donné un certain nombre d'arguments. Je me fonde sur la nécessité de donner et d'ouvrir nos listes à des candidats issus de la société civile. Et pourquoi eux alors et pas d'autres? Mais tout va en même temps. Votre comité électoral, non mais attendez, mais franchement, votre comité électoral qui ressemble... Donc, mais laissez-moi terminer jusqu'au bout. Je me fonde sur la nécessité d'ouvrir nos listes à d'autres candidats. Je me fonde sur un devoir de loyauté et de cohérence. Je me fonde sur les retours des groupes d'action de la France Insoumise sur ces circonscriptions. C'est-à-dire, c'est qu'ils ne sont pas soutenus localement? Pas partout, pas par tout le monde. Pas chacun d'entre eux. Il y a différents cas parmi les différents. Mais ce que je ne comprends pas dans votre fonctionnement interne, c'est que votre comité local, qui ressemble à une espèce de comité robespierriste, ne reçoit pas les députés, les 10 députés pour les entendre, pour savoir exactement ce qu'ils disent. Discutent. Mais enfin, qu'est-ce que on n'a pas l'impression. Mais attendez, monsieur Jeudi. Pourquoi vous caricaturez les choses? Ils disent qu'ils ont appelé la décision par mail à 23h. Ils ont été informés avant que la décision ait été publiée. Mais monsieur Jeudi, dans toutes les organisations politiques, il y a des commissions d'investiture. Dans toutes les organisations politiques. Je trouve quand même cette discussion... Il n'y a pas beaucoup de partis, là, je trouve quand même cette discussion extraordinaire. Qui n'est pas réinvesti des sortants. Pas beaucoup. Et Gilles Legendre, ancien chef du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il bénéficie de l'investiture de La République En Marche? Je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, donc j'ai pas dit qu'il n'y en avait aucun. Donc il y en a d'autres. J'ai pas dit qu'il y en avait aucun. Donc il y en a pas beaucoup. Mais est-ce que vous leur faites un procès? Mais là, c'est quand même les compagnons de la première heure. Mais c'est pas le sujet, monsieur. Il n'y a pas d'investiture à vie à la France Insoumise. Attendez, Manuel Bompard, juste. Moi, j'ai entendu et je vous ai entendu pendant tout ce début de campagne législative expliquer qu'il fallait, je cite, jeter les recrues à la rivière et qu'il fallait notamment dépasser des différences qui étaient apparues au grand jour. Donc c'est valable pour tous vos alliés de gauche avec lesquels vous avez échangé des noms d'oiseaux pendant cette campagne des européennes. Mais par contre, vous décidez le vendredi soir de dire à Alexis Corbière, à Raquel Garrido, qui, sauf erreur de ma part, sont des compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs années, depuis le début de la France Insoumise, vous leur dites, hop, c'est terminé. Monsieur Duhamel, sans même les appeler. Monsieur Duhamel, ce n'est pas vrai. Ah si, alors là pour le coup,
Alors, franchement, je leur ai posé la question. Oui, vous leur avez posé la question. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu une réunion de groupe parlementaire de la France Insoumise mardi cette semaine, dans lequel l'idée que chacun des députés sortants n'était pas automatiquement investi comme candidat pour cette alliance a été c'est ceux qui émettent des critiques. Mais pas comme par hasard. Je vous ai dit, c'est quand même étonnant. Pas comme par hasard. Je vous ai dit pourquoi et je l'assume. Donc sur la base d'un papier de l'Express. Mais non, mais pas de. Enfin, écoutez, ça fait 2 ans que j'ai de pratiques parlementaires à leur côté. Je ne suis pas le seul. Je ne décide pas moi. Notre groupe, notre comité électoral a consulté, a écouté d'autres figures, d'autres personnalités. Et je revendique de dire que dans un moment où tout le monde sait que si nous sommes au pouvoir dans quelques semaines, il va y avoir une pression énorme sur nos épaules. Je pense que tout le monde peut comprendre. La date de limite de dépôt des candidatures, c'est 18 heures. Forme de cohérence et de loyauté à respecter entre nous. Bruno vous demande si c'est irrévocable. La date limite de dépôt des candidatures, c'est 18 heures. Est-ce que c'est irrévocable? Est-ce que vous moi, je leur demande tout simplement de retirer, puisque manifestement, ils ont l'intention de présenter des candidatures dissidentes. Je leur demande de les retirer. Puisqu'il y a des candidats qui sont investis officiellement par la France Insoumise. À vous demander s'ils ne soient pas candidats. Qui retirent leur candidature. Évidemment, il y a des candidats qui sont investis par la France Insoumise et ce seront les candidats du nouveau Front Populaire. Juste avant une question d'Amandine Atalaya, vous parlez au fond du critère de loyauté et de cohérence. On est d'accord? Oui. Bon. Je vous ai parlé de ce critère. Oui, mais donné aussi d'autres éléments. Si on prend ce critère-là, moi, j'ai pas mal entendu ces derniers mois Clémentine Autain et François Ruffin émettre des critiques contre Jean-Luc Mélenchon, contre le mode de fonctionnement de la France Insoumise. Ne vous inquiétez pas. Donc pour eux, ça passe parce que quoi? Ils ont trop d'influence? Non, mais pas du tout. Mais c'est très simple. C'est dans cette. Je vous ai dit que nous avions une volonté d'ouverture dans nos investitures. Et je vous ai évoqué un certain nombre de figures, personnalités syndicales. Laissez-moi quand même en parler, parce que c'est important. Parce que vous voulez parler des gens qui ne sont pas investis candidats. Moi, j'aimerais bien parler des gens qui sont investis candidats, parce que je pense mais moi, j'aimerais que ce sont des profils importants. Pourquoi vous ciblez Alexis Corbière et Raquel Garrido, alors que Clémentine Autain et François Ruffin sont épargnés? Je vais répondre à votre question. Je vous dis que dans les profils de candidats que nous avons voulu investir, il y a aussi des responsables d'autres organisations politiques. Par exemple, nous avons accordé notre investiture à Philippe Poutou, porte-parole du NPA, ancien candidat à l'élection présidentielle. Et nous avons effectivement accordé aussi nos investitures à François Ruffin et Clémentine Autain pour une raison simple, c'est qu'il dirige aujourd'hui notre organisation politique. François Ruffin a une organisation politique, elle s'appelle Picardie Debout. Clémentine Autain a annoncé il y a quelques semaines la constitution d'une organisation politique, je crois qu'elle s'appelle Émancipation. Et donc nous avons un accord avec ces différentes organisations politiques. Donc en fait, il aurait fallu qu'Alexis Corbière et Raquel Garrido aient leur investiture comme celle-là pour pouvoir avoir l'investiture. Écoutez, tout simplement, la France Insoumise attribue les investitures de la France Insoumise librement. Ça me semble à peu près normal. Question d'Amandine Atalaya. Dans toute organisation politique. Question d'Amandine. Sur François Ruffin, puisque vous en parlez, qu'il y a eu des mots dans un tweet d'une violence inouïe à votre rencontre, à l'encontre de la France Insoumise. Tweet qui a été vu 13 millions de fois, donc c'est dire son importance. Il dit « Vous préférez un homme qui frappe sa femme, auteur de violences conjugales, à des camarades qui ont l'impudence d'avoir un désaccord avec le grand chef. Notre démocratie mérite mieux que vous. Il dénonce votre bêtise et votre sectarisme. » Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que dans un moment comme celui-ci, je pense qu'il faut se garder de toute formule, de tout mot qui vise à créer ou qui crée des formes de division. Je pense qu'on n'a pas le luxe aujourd'hui de ne pas être tous mobilisés. C'est-à-dire que lui trouve que vous avez aussi un drôle de sens des priorités dans la période actuelle qui exigerait à ses yeux un autre comportement. Il a le droit de le penser. Je ne vais pas rentrer en polémique avec lui. Je pense qu'il faut se garder de ce type de formule extrêmement violente et que ce qui doit être notre priorité aujourd'hui, c'est que dans 3 semaines, il y ait un gouvernement du nouveau Front Populaire à la tête du pays. Moi, c'est dans cette direction que je travaille. Et j'ai donc l'intention de ne polémiquer avec personne. Mais le paradoxe, Manuel Bompard, c'est que précisément, vous ne cessez d'alerter contre la menace de l'accession au pouvoir de l'extrême droite, l'urgence du moment. En faisant ce choix d'écarter 5 personnalités qui étaient députées, vous prenez le risque d'une forme d'implosion de ce nouveau Front Populaire. Parce que quand on écoute Olivier Faure, Marine Tondelier, la patronne des écolos, Fabien Roussel, ils se disent tous incroyablement choqués de votre décision. Écoutez, est-ce que vraiment le jeu en valait la chandelle? Écoutez, je pense qu'il y a eu hier matin un certain nombre de réactions qui, de mon point de vue, étaient excessives. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'intention de polémiquer avec eux. Et ce que j'observe, c'est qu'hier, il y a eu dans la rue des centaines de milliers de gens pour s'opposer à la possible arrivée au pouvoir de l'extrême droite
et que le nouveau Front populaire était uni. Et quand on entendait le micro, beaucoup des gens étaient plutôt choqués de votre décision à l'endroit des 5 personnes dont parlait Benjamin à l'instant. Tout le monde était uni dans la rue hier. Non, je vous dis bien sûr, personnellement en manifestation. Mais pas content. Quand on leur demandait qu'est-ce que vous pensez de... J'ai entendu et je vous ai dit qu'à mon avis, certaines de leurs réactions étaient excessives. Mais je n'ai pas l'intention de polémiquer. Et ce que je retiens de la journée d'hier, c'est que nous étions tous unis dans la rue et que je pense qu'il y a un grand espoir qui s'est levé dans le pays avec la constitution de ce nouveau Front populaire. Et donc je n'ai pas l'intention de passer mon temps à commenter les déclarations des uns et des autres. Je veux dire aux gens qui nous écoutent, si à la fin du mois de juin, vous utilisez le bulletin de vote du nouveau Front populaire, vous pouvez mettre à la tête du pays un gouvernement qui va changer votre vie. Un gouvernement qui va répondre à vos problématiques de pouvoir d'achat. Un gouvernement qui va augmenter vos salaires. Un gouvernement qui va s'attaquer enfin à la transition écologique. On va en parler dans un gouvernement qui va défendre les services publics. Un gouvernement qui va rétablir la voie de la paix. La voie de la paix. Et on va parler de tous ces éléments programmatiques. Et ça, juste à l'instant, Jean-Luc Mélenchon, sur le cas de François Ruffin, et précisément le tweet que vient d'évoquer Amandine, dit « Je ne sais pas à quoi joue François Ruffin, il avait une attitude plutôt intelligente, il est candidat à la présidentielle et tout le monde l'a compris. » C'est-à-dire, ça, moi, je ne savais pas, c'est assumé alors qu'il est candidat à la présidentielle, François Ruffin ? Il l'a dit, non ? Ah, non, je ne crois pas avoir entendu une déclaration de François Ruffin. Précisément. Écoutez, il a dit je suis en première division, je crois, et je dois me qualifier pour la Ligue des Champions. Bon, je pense qu'il a une intention très claire, il l'a affichée, et c'est tout à fait son droit d'ailleurs. Mais vous voyez bien que je pense que les gens qui nous écoutent, ils attendent de nous dans cette période, et moi je suis d'accord avec eux en tout cas, ils attendent de nous qu'on ne commence pas, si vous voulez, à se diviser sur des questions de personnes, alors que l'objectif c'est de changer leur vie. Donc moi je resterai fidèle à cette boussole. C'est un diviseur, François Ruffin ? Mais je vous ai dit franchement, Benjamin Duhamel, que je n'avais pas l'intention de polémiquer avec qui que ce soit. Donc vous pouvez me poser la question 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mes réponses resteront les mêmes. Je continuerai à poser les questions. On fait une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour parler notamment de votre programme et de qui pour incarner cette alliance, peut-être vous, Manuel Bompard. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bompard, coordinateur de la France Insoumise, invité de BFM Politique. Avant de continuer cette interview, Manuel Bompard, une question d'un téléspectateur qui va apparaître dans un instant. Sébastien, qui vous interroge sur la prise de parole de Serge Klarsfeld. La question qui va apparaître sans doute dans un instant et qui, je résume, a dit chez nos confrères d'Elsie qu'il n'aurait pas d'hésitation dans un second tour entre le Rassemblement national et la France insoumise et qu'il ferait le choix du Rassemblement national. Je rappelle, Serge Klarsfeld, chasseur de nazis. Qu'est-ce que ça vous dit Qu'est-ce que cela dit, cette déclaration ? Une perte de valeur, une perte de repères. Je rappelle que le Rassemblement national est une organisation politique qui a été fondée par les personnes qui étaient engagées dans la collaboration. Et donc je pense que considérer aujourd'hui qu'en quelque sorte le Rassemblement national serait plus acceptable que le nouveau Front populaire me choque tout simplement. Oui, et je crois que c'est le résultat aussi d'une forme de dédiabolisation dans laquelle Emmanuel Macron porte une responsabilité très importante. Quand Serge Klarsfeld, fils de déporté, dit entre un parti antisémite comme la France Insoumise et un parti pro-juif comme le RN, je choisirais le RN. Est-ce que cela ne dit pas quelque chose de la façon dont vous avez été perçu ces dernières semaines, notamment pendant la campagne des Européennes ? Ça dit quelque chose de la façon avec laquelle nous avons été diffamés pendant la campagne des élections européennes. Notre combat contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre l'islamophobie, il est au cœur de nos engagements. Et aucun d'entre nous, heureusement d'ailleurs, n'a jamais été ni même poursuivi, ni encore moins condamné pour propos ou actes antisémites. Par contre, il y a dans le Rassemblement national, y compris parmi les députés qui siégeaient dans la mandature précédente à l'Assemblée nationale, des députés qui, par exemple, tenaient des librairies dans lesquelles on vendait des ouvrages négationnistes. Vous voyez, ça n'existe pas à la France insoumise. Donc je veux dire, parce qu'il y a eu beaucoup de diffamation et de bashing sur la France insoumise pendant toute cette période, en nous faisant des procès en antisémitisme. Là, vous pouvez dire aux opposants politiques, Serge Klarsfeld, il ne fait pas de politique, il a son histoire, chasseur de nazis, famille de déportés, et il dit ça. Ça ne donne pas à ce qu'il dit, par définition, une vérité ultime. Et je lui dis qu'il se trompe,
et qui devrait se ressaisir que la France Insoumise n'est pas un parti antisémite, que personne à la France Insoumise n'est antisémite, et que nous luttons contre l'antisémitisme. Ouais. Voilà, il connaît quelque chose à la nécessité de lutter contre l'antisémitisme. Je ne le conteste bien évidemment pas. Je ne le conteste bien évidemment pas, mais je pense qu'il se trompe en attribuant à la France Insoumise cette caractérisation. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez continuer à flasher ce QR code et que nous relayerons vos questions à Manuel Bompard. Question de Bruno Jeudi sur une apparition. Manuel Bompard, oui, c'est l'autre surprise du week-end. La candidature de François Hollande en Corrèze. Nouveau soutien aussi du nouveau Front populaire, finalement investi par le PS. Ça doit vous faire bizarre quand même de vous retrouver sous la même bannière que François Hollande, vous savez, celui que votre chef appelait le capitaine de pédalo. Je me rappelle bien. C'était il y a quelques années, mais on n'a pas oublié. Mais oui, bien sûr. Je vais vous dire franchement les choses. Je trouve sa candidature incongrue et absolument incohérente. Je vous ai dit tout à l'heure dans la première partie de notre émission que ce qui avait permis le rassemblement du nouveau Front populaire, c'était un programme qui était un programme de rupture. Et ce programme de rupture, c'est un programme de rupture avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais plus largement avec les politiques qui ont été mises en place dans ce pays ces 30 dernières années. Et clairement, il y a dans ce programme de rupture un certain nombre de décisions, de propositions qui reviennent en arrière par rapport à des choses qui ont été faites par François Hollande. Donc Manuel Bompard, vous ne souhaitez pas qu'il soit élu et vous ne vous voyez absolument pas siéger avec lui. Attendez, je vous donne mon avis en toute transparence et en toute sincérité. Oui, mais justement, si on va maintenant, je vais vous dire quelque chose, Amandine Atalaya, que les choses soient claires. Moi, je reste fidèle à un principe. Il y a un programme. Il y a un accord électoral et dans cet accord électoral, chaque formation politique choisit librement ses candidats. Et donc, je n'ai pas l'intention de venir contester le choix de telle ou telle formation politique dans le choix de ses candidats, de la même manière que je demande aux autres composantes politiques ne contestent pas le choix de nos candidats. Il ferait un bon Premier ministre, François Hollande ? Je ne le pense certainement pas. Ah bon ? Pourquoi ? Précisément. Si à un moment donné, il apparaissait comme la figure la plus à même de. Mais précisément parce que vous ne pouvez pas prendre le sujet par des questions de personnes. Or, François Hollande ne correspond pas, n'est pas cohérent avec le programme que nous défendons dans cette élection. Et donc, le Premier ministre qui doit gouverner à Matignon demain doit être porteur de ce programme et de cette orientation politique. Je rebondis sur ce que vous dites tout à l'heure, vous disiez les 30 dernières années, donc vous incluez aussi le quinquennat de Lionel Jospin, qui lui, par contre, plus, on va dire, plus aimable avec vous et avec... Allez, 25, si vous voulez. Je ne sais pas, c'est vous qui avez dit les 30 dernières années. 30, nous sommes en 2024. D'accord. Ça nous amène où ? Donc vous ne mettez pas Jospin sur le même pied que François Hollande. On n'est pas là, je crois, pour faire un bilan critique du quinquennat de Lionel Jospin, mais je pense qu'il y avait des choses positives et que depuis, notre pays a beaucoup reculé. Donc, et le fait de siéger avec François Hollande, d'aller à la buvette avec lui Mais je n'ai pas l'intention de siéger dans le même groupe que François Hollande. Quant à aller à la buvette avec lui, M. Duhamel, vous savez, dans la buvette de l'Assemblée nationale, on croise des députés du Rassemblement national qui ne sont pas du tout fréquentables. Je ne suis pas en train de vous dire ça, mais je crois que la proximité politique et le fait d'être dans un même lieu, heureusement, n'ont aucun rapport. On va parler dans un instant de votre programme. Juste avant, un tout dernier mot sur les investitures. Il y a deux profils, Manuel Bompard, qui font que certains s'interrogent sur ceux que vous avez choisis pour représenter vos couleurs. Le premier profil, c'est Raphaël Arnaud, candidat à la France Insoumise à Avignon, porte-parole de la Jeune Garde, mouvement d'extrême gauche antifasciste, parfois violent, lui-même, Raphaël Arnaud, et selon les informations du Figaro, fiché S. Le 7 octobre, il parlait de, je cite, résistance palestinienne, qui, disait-il, avait lancé une offensive sans précédent, sans à aucun moment les condamner. Autre investiture qui, de la même manière, interroge, dans la circonscription de Raquel Garrido, Ali Diawara, investi en Seine-Saint-Denis, ce candidat qui qualifiait Raphaël Glucksmann le 12 mai dernier de candidat sioniste. Voilà, on voit juste là ce tweet. Est-ce que ces deux candidats, l'un à Avignon, l'autre en Seine-Saint-Denis, sont à même de rassembler ? Est-ce que ce sont des profils rassembleurs ? Monsieur Duhamel, vous nous avez fait pendant toute la campagne des élections européennes des procès sur des candidats. Et quel procès, là ? C'est juste des questions assez je vous réponds. Vous dites vous faites des procès. Pas à titre personnel. Je pense que tout le monde a vu le bashing médiatique, le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, qui s'est acharné, par exemple, sur Rima Hassan, qui aujourd'hui est députée européenne. Non, mais là, c'est des questions très factuelles. Et j'en suis très fier. Et on lui faisait en quelque sorte les mêmes reproches. Donc, à questions factuelles, je réponds factuellement.
Des gens fichés S aujourd'hui dans ce pays, il y en a malheureusement beaucoup. Par exemple, des militants écolos, par exemple des syndicalistes. Donc c'est un détail de présenter un candidat qui est fiché S. Peut-être même que vous ne le savez pas et que vous êtes fiché S pour moi, je suis fiché S, oui, militant. J'ai un petit doute, mais pour militance en faveur de l'idéologie dominante, par exemple. Ah oui, et vous, dans ce cas-là, vous seriez fiché S, pourquoi alors? Peut-être, je ne le sais pas. Mais sauf erreur de ma part, la fiche S n'est pas une condamnation. La fiche S n'est pas une décision. La fiche S n'est pas une sanction. Et il y a, vous le savez comme moi, des gens qui sont fichés S pour leurs engagements écologistes, ça décrit rarement des gens très jeunes, ça décrit souvent des gens assez violents. Assez scandaleux d'ailleurs. Et il n'y a aucune violence dans l'action qui a été l'action de la Jeune Garde, qui est un mouvement de résistance contre l'extrême droite. Pacifique? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr, de protection face aux agressions de l'extrême droite. Et alors, sur Ali Diawara, qui parle de Raphaël Glucksmann comme d'un candidat sioniste? Mais vous savez très bien qu'il y a, dans l'utilisation de ces termes aujourd'hui en France, le fait de dénoncer le soutien au gouvernement de M. Netanyahou. Moi, je n'aurais pas utilisé cette caractérisation, je ne l'ai pas fait non plus. Mais vous la condamnez pas? De quoi? Cette caractérisation. Mais elle date d'il y a combien de semaines? 12 mai. Bon. Non, mais il est candidat aujourd'hui, il est votre candidat. Oui, d'accord, mais si vous voulez que vous me dites, si vous voulez me dire que dans cette alliance du nouveau Front populaire, on va retrouver des candidats qui, dans la période précédente, qui est celle des élections européennes, ont eu des mots très durs sur les uns ou sur les autres, vous allez en trouver beaucoup. Mais il me semble que ce qui a permis cet accord aujourd'hui, c'est de jeter la rancune à la rivière et de passer à autre chose. La rancune à la rivière est à géométrie variable. Juste, pendant plusieurs années, et d'ailleurs c'était un travail... géométrie variable. Attendez, Manuel Bompard, c'était un travail journalistique, c'était aussi un travail que faisaient les oppositions. On allait scruter au scanner les investitures qui étaient données, notamment par le Rassemblement national, de la part de candidats qui posaient problème. Là, vous allez nous reprocher d'aller retrouver un tweet qui était... Mais je ne vous reproche... C'était il y a un mois. Alors, je répète ma question. Je ne vous reproche rien. Est-ce que dire que Raphaël Glucksmann, juif, est un candidat sioniste, est-ce que ce n'est pas rédhibitoire pour obtenir une circonscription au nom de la France Je vois bien derrière de votre question le procès que vous êtes en train de faire à cette personne. Cette personne caractérise des prises de position politiques de M. Glucksmann, comme il caractérise les prises de position politique. Mais c'est un candidat responsable. Non, mais les mots ont un sens. Moi, je dis que je n'utilisais pas cette caractérisation. Comment vous pouvez tolérer de la part de candidats que vous investissez? Laissez-moi terminer ma phrase, s'il vous plaît. Les prises de caractérisation, les caractérisations sont des caractérisations politiques. Elles ne dépendent bien évidemment jamais, pour aucun candidat de la France insoumise, jamais de l'orientation religieuse de telle ou de la confession de telle ou telle personne. On parle de leur prise de position politique. Il faudra en parler à M. Aludiara. Qu'il y a eu des mots qui étaient par exemple des mots trop durs, mais il y en a eu effectivement dans la séquence précédente. Nous étions en compétition électorale dans les élections européennes et effectivement, il y a eu parfois des caractérisations qui sont allées sans doute trop loin. Et ça lui vaut la médaille d'être Notre responsabilité aujourd'hui, dans cette période-là, c'est tout simplement de passer à autre chose. D'accord. Donc vous écartez Raquel Garrido et à la place vous mettez un candidat qui qualifie Raphaël Glucksmann de sioniste. Je mets un candidat qui est implanté sur ce territoire, qui est un militant associatif des quartiers populaires dans un département, la Seine-Saint-Denis, dans lequel il y a aussi des gens qui habitent en Seine-Saint-Denis et qui sont tout à fait en capacité de représenter demain nos couleurs à l'Assemblée nationale. Une dernière question sur ceux que vous n'avez pas investis, Raquel Garrido, Alexis Corbière et Daniel Simonet. On va peut-être pas. Non, mais pour finir, s'ils sont élus, est-ce qu'ils siégeront dans votre groupe de la France Insoumise ou pas? Mais on verra. Mais la France Insoumise, elle soutient des candidats officiellement dans ces circonscriptions. Et j'ai dit tout à l'heure, ma demande, c'est qu'il n'y ait pas de candidature de dissidence face aux candidats. Donc, s'ils sont élus, ils ne sont pas avec vous. Qui sont des candidats. Non, je souhaite qu'ils ne soient pas candidats. Ce n'est pas pareil. D'accord. Donc, je réponds comme ceci à cette question. Maintenant, je vous propose qu'on parle un petit peu, si vous voulez bien, du programme du nouveau Front populaire. Et pour commencer, de votre programme économique. Je cite quelques mesures en vrac. Abrogation de la retraite à 64 ans, hausse de 10% du point d'indice. La majorité présidentielle a chiffré toutes ces mesures à près de 290 milliards d'euros. Alors, il faut en enlever 30 déjà, parce qu'il cite la 6e semaine de congés payés, ce qui ne fait pas partie, pour le coup, de votre programme. Donc, ça veut dire que si on enlève 30, il reste à peu près 260 milliards d'euros, un tout petit peu moins, 258. En sachant que si vous arrivez au pouvoir, vous hériterez d'une situation financière difficile, avec des taux d'intérêt qui, d'ores et déjà, commencent à augmenter. Il y a un risque de scénario à la grecque si vous arrivez au pouvoir, Manuel Bompard? Non, mais attendez, la catastrophe économique, elle est là, déjà, sous nos yeux. Celui qui en est responsable, c'est le président de la République qui est au pouvoir depuis 7 ans et qui a creusé comme jamais les caisses de l'État, notamment en raison de décisions en matière fiscale, de baisse d'impôts pour les plus riches, de suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Plus le Covid.
Non, mais pas seulement, monsieur. Non, je dis plus. Pas seulement. Non mais ok, mais une fois qu'on a dit ça, si vous arrivez au pouvoir et que vous dépensez 260 milliards d'euros... Attendez, je vais répondre à votre question en entier, mais d'abord, je veux dire que c'est facile de dire si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, ça va être le chaos en matière économique. Non, pas du tout, c'est une question de responsabilité. Je dis qu'aujourd'hui, face à cette situation financière. Je vais vous répondre, mais je dis qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans une situation économique difficile. Deuxième élément, je réponds quand même aux choses que vous avez évoquées dans votre question. Le chiffrage des macronistes est tout à fait fantaisiste. Hein, le chiffrage n'est pas bon ? Leur chiffrage, celui qu'ils nous attribuent. Quand vous l'avez dit vous-même, il faut enlever 30 milliards d'euros parce qu'ils mettent la 6e semaine de congé payé qui n'est tout simplement pas dans le programme. Ils considèrent que la CSG progressive va nous faire perdre 39 milliards d'euros de recettes alors que ce n'est pas du tout le cas puisque par définition, si elle est progressive, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les tranches les plus hautes vont compenser ceux qui sont dans les tranches les plus basses. Bref, ce chiffrage est totalement absurde. Alors vous l'avez chiffré votre programme ? Nous présenterons notre chiffrage au cours de cette campagne. Maintenant, je réponds à votre question. J'assume de dire que dans ce pays, dans un certain nombre de domaines, il faut des dépenses publiques supplémentaires. Il faut des dépenses publiques supplémentaires pour l'école. Il faut des dépenses publiques pour la santé. Il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et la question qui nous est posée, oui, vous voulez rendre l'école entièrement gratuite, y compris pour ceux qui ont des moyens aisés. Bien sûr. Il y a aussi un peu une contradiction dans votre projet. Il y a deux choses dans ce que vous dites, pardon. Et j'assume, et je vous remercie de pouvoir présenter cette proposition. Je dis aux gens qui nous écoutent, si au mois de juillet, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire qui dirige ce pays, la cantine, les fournitures scolaires seront gratuites à la rentrée scolaire. Mais Emmanuel Bompard, on entend ces propositions. Mais laissez-moi répondre à une question. Mais juste parce que c'était l'esprit de la question que je posais. Il y a un programme et effectivement, les téléspectateurs, les Français jugeront. Et puis, il y a une situation d'accession au pouvoir dans un contexte où il coûte plus cher d'émettre de la dette sur les marchés financiers parce que les taux d'intérêt augmentent, où il y a un déficit public, une dette qui ont dérapé effectivement de la responsabilité du président de la République et de la majorité actuelle. Comment est-ce que vous gérez la possibilité que ces taux d'intérêt continuent d'augmenter et que vous n'ayez pas les moyens de mettre en œuvre votre politique? Monsieur Duhamel, vous voulez des éléments de chiffrage de notre programme. Premier calcul, le chiffrage n'est pas terminé, on est en train de le finaliser. Premier calcul, 123 milliards d'euros de recettes supplémentaires. 60 milliards en supprimant les niches fiscales inefficaces, injustes et écologiquement néfastes. 17 milliards en rendant l'impôt sur l'héritage plus progressif et en instaurant un héritage maximum. 11 milliards d'euros en obligeant par la loi l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. 15 milliards d'euros en mettant en place une taxe sur les superprofits. Autour de 10 milliards d'euros en introduisant un impôt de solidarité sur la fortune renforcé. Donc c'est les Français qui vont payer. Une avalanche d'impôts payés par les Français. Enfin écoutez, pardon, l'impôt de solidarité sur la fortune, ce n'est pas les Français qui le payent. C'est une certaine catégorie de Français qui ont les moyens de le payer. Nous proposons dans le programme... Ça inclut aussi les classes moyennes, là. Elles vont payer aussi. Je vais vous dire, c'est précisément l'inverse. Puisque nous proposons dans notre programme une réforme fiscale avec davantage de progressivité en introduisant 14 tranches d'impôts. Si vous introduisez 14 tranches d'impôts aujourd'hui, vous êtes en capacité fiscalement de générer 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour le budget de l'État et de faire en sorte que 92%, vous m'entendez bien, 92% des Françaises et des Français vont payer moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Mais c'est de la progressivité. Et donc, je vous confirme que les 7% restants paieront davantage d'impôts. À partir de quel revenu mensuel les Français paieront davantage? On avait donné le chiffre pendant la campagne des élections présidentielles. C'était autour de 4 000 euros par mois. D'accord. Donc, en gros, à moins de 4 000, on ne paye pas plus. Et à partir de 4 000 par mois, on paye plus. C'est la progressivité de l'impôt. Et moi qui connais des gens qui payent plus de 4 000 euros par mois, je crois qu'ils sont eux-mêmes prêts à dire que c'est normal qu'ils contribuent à la solidarité de la nation. Transparence. Autre point de programme important, et je ne vous ai pas entendu là-dessus depuis que ce programme a été conclu, la question de l'abaya. Quand Gabriel Attal a décidé comme ministre de l'Éducation nationale d'interdire l'abaya, vous aviez pris position de façon très forte à la France Insoumise en disant que c'était une décision raciste, islamophobe. Je précise évidemment l'abaya dans les établissements scolaires. Là où vos partenaires, le Parti socialiste, le Parti communiste, avaient soutenu la décision du Premier ministre comme au nom du respect de la laïcité. Si vous arrivez au pouvoir, s'il y a une majorité, un Premier ministre issu de ce nouveau Front populaire, quelle sera la décision prise sur l'interdiction de l'abaya? Est-ce que vous l'annulerez? Monsieur Duhamel, je vais répondre en transparence à votre question. Nous avons beaucoup travaillé cette semaine pour élaborer un programme de gouvernement, un contrat de législature. Et ce contrat de gouvernement, il comprend près de 150 mesures.
Mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons considéré à cette étape qu'il fallait que les discussions se poursuivent et, en temps voulu, peut-être à l'Assemblée nationale, dans la majorité. C'est pas une loi, hein. Ça pour le coup, c'est une décision réglementaire du ministre de l'Éducation nationale. J'entends bien, je parle de manière générale sur un certain nombre de sujets. Parce que là, vous avez trouvé ce sujet, mais vous avez, parce que je vous fais confiance, vous allez bien travailler. Vous allez sans doute trouver d'autres sujets qui ne sont pas évoqués dans le programme. Oui, il y en a d'autres, le nucléaire et autres, mais là, c'est intéressant parce que quand la décision a été prise, c'était pas un petit sujet pour vous, c'est raciste, c'est islamophobe, il faut immédiatement annuler cette interdiction. Comment comprendre que vos électeurs vous entendent dire « Bon, au fond, on n'en a pas parlé, donc peut-être qu'on ne le fera pas si on arrive au pouvoir ». Mais attendez, moi, ma position personnelle et la position personnelle de la France Insoumise, elle n'a pas changé. C'est quoi la position personnelle? C'est qu'il faut revenir sur cette interdiction? Mais je pense que d'abord, on nous a dit que cette interdiction allait, si on ne le faisait pas, ça allait être la pagaille, etc. La vérité, c'est que, contrairement à ce qu'on nous a dit à ce moment-là, l'interdiction n'a produit aucun désordre parce que les gens sont responsables. Est-ce que vous ne seriez pas une concession, ça a produit en quelque sorte une forme d'humiliation vis-à-vis de vos partenaires. Ça a produit c'est juste les proviseurs et les professeurs qui le réclamaient. Ça a produit en quelque sorte une forme d'humiliation pour des jeunes femmes qui, honnêtement, n'étaient pas du tout dans un défi à la République comme vous faisiez ça. Est-ce que vous seriez prêt à une concession sur ce point-là vis-à-vis de vos partenaires et de dire bon, on laisse tomber, on ne revient pas sur l'interdiction de la baguette? Entendez juste, enfin je sais pas, il me semble que ma réponse est claire. Et si elle l'est parce qu'elle est honnête et transparente, la vérité c'est que tous les gens qui nous écoutent peuvent comprendre que quand on a une dissolution de l'Assemblée nationale le dimanche soir... Vous pouvez dire je suis ouvert à une concession ou pas? Mais moi je suis toujours ouvert à des discussions, à des réflexions, à des compromis. C'est pas le sujet. Mais moi, ma position et la position de la France Insoumise sur le sujet, elle est fidèle à celle que nous avons exprimée. Il y a un instant, Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon a affirmé la chose suivante. Si vous pensez que je ne dois pas être Premier ministre, je ne le serai pas. Ça veut donc dire que... C'est moi. Comment? C'est qui? Si vous? À qui disait-il ça? C'est un vous collectif. Parce que là, c'est quand même un exercice un peu complexe. Non, regardez, pour moi, si vous pensez que je ne dois pas être Premier ministre, je ne le serai pas, je ne serai jamais le problème, je serai toujours du côté de la solution. C'est un vous collectif de la part de ses alliés qui, effectivement, considèrent qu'il n'est pas suffisamment rassembleur. Est-ce que ça veut donc dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas la bonne personne pour aller à Matignon si d'aventure vous gagnez? Pas du tout, ça ne veut pas du tout dire ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est qui le vous? Parce que vous avez l'air de considérer que le vous pensez, forcément, il pense que non. Il répondait à une question d'un journaliste. Mais comprenez, attendez, moi je vais répondre à la question sur le futur Premier ministre sans aucun problème, mais comprenez que l'exercice qui consiste pour moi à commenter en direct des déclarations qui sont tenues sur un autre plateau de télévision est un exercice pas évident, parce que les déclarations se font dans un contexte. J'aimerais bien connaître le contexte. Manuel Bompard, on va être plus simple. En 2022, il faisait directement il faisait campagne en disant « Élisez-moi Premier ministre ». Oui. Il ne le fait pas en 2024. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est mis en retrait? Pas du tout. Ça veut dire que la décision que nous avons prise, pour la même raison que celle que je vous ai indiquée à l'instant, c'est qu'aujourd'hui, cette question-là n'a pas été discutée, réfléchie collectivement parmi les différentes composantes de notre alliance, et que la règle que nous avons fixée, sur laquelle nous nous sommes mis d'accord, Olivier Faure l'a dit lui-même. C'est le principal groupe. Le principal groupe qui fera une proposition. Si ce n'est pas lui, c'est vous. Mais on verra, il peut y avoir d'autres personnes. François Ruffin dit Jean-Luc Mélenchon a raison de se mettre en retrait. Mais Jean-Luc Mélenchon ne se met pas en retrait. Jean-Luc Mélenchon a dit les choses de manière très simple. Il l'a dit sur un plateau de télévision cette semaine. Il a dit « Je me sens capable d'être Premier ministre » et je suis d'accord avec lui. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est tout à fait capable d'être Premier ministre. Mais que ça devrait faire l'objet d'une discussion. Et il me semble que ça devrait vous intéresser. C'est une manière en quelque sorte de reparlementariser la vie politique. Et de pas la personnaliser. Que de dire, au lendemain de l'élection, il y aura parmi les différents groupes de la coalition une discussion et le groupe le plus nombreux fera une proposition. Il nous reste peu de temps avant la question d'un téléspectateur. Je veux juste toujours sur cette question de l'incarnation, j'ai été étonné de lire de la part de Jean-Luc Mélenchon dans 20 minutes cette formule. Quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 1936, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de la figure de Léon Blum, en 1936, il a 64 ans, il a été conseiller d'État pendant 25 ans, dirigeant de la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste. Vous êtes au-dessus de Léon Blum en 36 ? Vous poserez la question à Jean-Luc Mélenchon de pourquoi il a dit ça. Je suis certainement pas la bonne personne pour répondre à cette question. Mais franchement, c'est un peu incongru. Mais j'ai l'impression que vous, par contre, vous pensez que je ne suis pas au niveau. Je pense que pour être tout à fait honnête, quand on voit les réalisations de Léon Blum, son parcours, je pense que personne aujourd'hui
de politique actif n'est au niveau de Léon Mais Blum. je n'ai pas du tout l'intention de considérer que je suis au niveau de qui que ce soit. Et il me semble que le sujet ne se pose pas en des termes personnels. Par contre, oui, j'assume de dire que je suis fier de militer à côté de personnalités aussi brillantes que Mathilde Panot, qui est la présidente de notre groupe parlementaire, et de Clémence Guettet, qui est la présidente de l'Institut La Boétie. Question de Martine. Dans l'hypothèse où le Rassemblement national obtient la majorité absolue, est-ce que vous accepterez le choix des Français? Est-ce que vous appellerez à résister par d'autres moyens? Non, mais d'abord, je comprenais que moi, je ne travaille pas sur la base des hypothèses. On est engagé dans une bataille, dans un combat. Bien sûr. Et moi, cette hypothèse, je veux d'abord faire tout pour qu'elle ne se réalise pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une campagne électorale. Et j'invite tous les gens qui nous écoutent, qui ne veulent pas de cette hypothèse, à s'engager dans cette campagne, à rejoindre les comités du nouveau Front populaire. Est-ce que vous accepterez le verdict des urnes si le Rassemblement national a une majorité pour gouverner? Mais monsieur, dans toute élection, il y a un résultat. Mais ça n'enlève pas le droit à l'opposition de contester la politique qui est mise en place. Non, mais contester, bien sûr, mais par d'autres moyens. Est-ce que ça veut dire... Certains agitent le spectre de manifestations monstres, voire une forme de résistance par d'autres moyens que dans les urnes et au Parlement. Est-ce que ça, c'est une perspective pour vous? Monsieur Duhamel, admettez que je fasse tout pour que cette situation ne se produise pas. Non, je ne veux pas répondre parce que je ne veux pas considérer que cette hypothèse est possible. Voilà. Donc je ne veux pas répondre et j'assume de ne pas vouloir répondre. Moi, je veux me battre pour l'empêcher. Vous comprenez? Et donc je dis aux gens qui nous écoutent, rejoignez les comités du nouveau Front populaire, engagez-vous dans cette campagne et alors non seulement on les empêchera de gagner, mais en plus on mettra en place un programme qui va changer votre vie.